Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours concernant les mouvements dans un champ de force centrale conservatif par une étude des satellites terrestres. Donc, l'étude des satellites terrestres va évidemment traiter de tous les satellites artificiels ou naturels, tels que la Lune, de la Terre. La première chose à laquelle il faudra faire attention, raison pour laquelle je place ce paragraphe dans le chapitre, c'est le paramétrage de la position du satellite. Alors, très souvent, on repère dans une base polaire ou cylindrique la position du point M par la distance entre le centre du repère et le point M, donc qui sera noté R. Dans le cadre du repérage d'un satellite, il n'est pas rare d'utiliser un paramétrage différent, dans lequel le rayon R se décompose en deux sous-rayons, on peut dire, le rayon de la Terre, plus l'altitude H. Donc, dans les exercices, il faudra toujours faire attention à ce fait-là, que le paramétrage du mouvement peut dépendre très fortement de l'énoncé. Alors, ici, pour ce qui est du rayon de la Terre, la valeur numérique est à connaître. Vous retiendrez que le rayon de la Terre est égal à 6400 km. Alors, parmi les satellites terrestres, nous allons avoir une catégorie de satellites qui va avoir un statut très particulier. Ça va être la catégorie des satellites géostationnaires. Alors par géostationnaire, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien on entend les satellites qui seront immobiles dans le référentiel terrestre. Autrement dit, le satellite sera toujours à la verticale du même lieu et se situera toujours à la même altitude. Donc, forcément, le fait que l'altitude soit constante implique, pour un satellite géostationnaire, que l'orbite soit circulaire. Première chose. Alors, hop, un satellite géostationnaire a une orbite circulaire. Deuxième chose, il faut que le satellite soit toujours à la verticale du même lieu. Il peut tourner à la même vitesse angulaire que celle de la Terre sur elle-même, de rotation de la Terre sur elle-même. Il peut malgré tout pointer des lieux différents. La seule possibilité pour que le satellite soit toujours à la verticale du même lieu, est que ce satellite soit dans le plan équatorial. Et dernière chose, évidemment, il faut que la rotation du satellite soit synchrone avec la rotation de la Terre. Donc, si la rotation est synchrone avec la rotation de la Terre, cela signifie que la période de révolution du satellite vaut la période de rotation de la Terre sur elle-même, soit 24 heures. Nous allons maintenant déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire. Alors, le moyen le plus simple pour démontrer l'expression de cette altitude, c'est de partir de la troisième loi de Kepler. Donc la loi des périodes. Ici, on étudie un satellite attiré par la Terre. Donc on aura
t au carré sur le rayon de l'orbite géostationnaire au cube, qui vaudra 4pi au carré sur grand G fois la masse de la Terre. Donc en connaissant la masse de la Terre, en connaissant la période qui est de 24 heures, et en connaissant la constante d'attraction gravitationnelle, on va pouvoir déterminer le rayon de l'orbite géostationnaire, et on pourra donc en déduire l'altitude d'un satellite géostationnaire. Donc ici, on sait que l'altitude h est définie par le rayon r moins le rayon de la Terre. On obtient donc que h vaudra, alors le rayon que l'on obtient grâce à la loi de Kepler, racine cubique de 4pi carré sur g fois la masse de la Terre fois la période de rotation que j'élève au carré, moins le rayon de la Terre. On met en évidence ce résultat-là. Il suffit ensuite de faire l'application numérique pour trouver la valeur de l'altitude d'un satellite géostationnaire. Alors, avec une période de 24 heures, donc 24 fois 3600 secondes, un rayon de la Terre de 6400 km, et une masse de la Terre, ordre de grandeur à connaître, de 6 fois 10 puissance 24 kg, on obtient H qui vaut 3,6 fois 10 puissance 7 mètres, c'est-à-dire 36 000 km. Alors, l'aspect suivant que nous allons étudier, c'est également une vitesse très spécifique pour les satellites terrestres, la vitesse dite en orbite basse. Les satellites terrestres peuvent observer des orbites circulaires à peu près toutes les altitudes. L'orbite basse va être définie à partir du moment où l'altitude h est très petite devant le rayon de la Terre. Si bien que l'on va dire que r, donc la distance entre le centre de la Terre et le satellite, vaut à peu près le rayon de la Terre. Ceci est la définition d'une orbite basse. Par hypothèse, cette orbite basse est donc circulaire. Donc étudier la vitesse dans ce type de mouvement revient à étudier la vitesse d'un point en orbite circulaire autour de la Terre à une vitesse telle que le rayon vaut à peu près le rayon de la Terre. Alors à 6400 km de rayon pour la Terre, on peut estimer qu'un satellite qui est à une dizaine de kilomètres d'altitude est un satellite en orbite basse. Donc ici, l'étude mécanique va être l'étude du système M de masse M, le satellite, dans le référentiel géocentrique que l'on suppose galiléen, et la seule force qui s'exerce sera la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Donc ici, l'application du principe fondamental de la dynamique va nous donner que
masse fois accélération, vaut F, avec l'accélération obtenue dans le cadre d'un mouvement circulaire. Donc, mouvement circulaire de rayon RT. Nous allons avoir l'accélération qui vaut RT, θ point point, Eθ, moins RT, θ point carré, ER. En projetant le principe fondamental de la dynamique, nous allons avoir donc sur ER moins MRT θ point au carré qui vaudra moins G MNT sur RT au carré sur Eθ MRT θ point point qui vaut 0. Au final, on obtient un résultat bien connu. Le résultat finalement de la vitesse pour une orbite circulaire. On obtient la vitesse en orbite basse qui vaudra V1 égale racine de G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre. En utilisant ici, bon, pour rappel, le fait que V1 vaut dans le cas d'un mouvement circulaire RT θ point, ce qui nous permet de remplacer ici RT θ point au carré par V1 au carré sur RT. La vitesse en orbite basse peut donc se calculer numériquement. Pour un satellite terrestre, la vitesse en orbite basse sera de 7,9 km par seconde. Alors, une autre vitesse caractéristique des satellites terrestres sera la vitesse de libération. Alors, cette vitesse, appelée aussi deuxième vitesse cosmique, va être la vitesse nécessaire pour qu'un point matériel, initialement au voisinage de la surface de la Terre, puisse échapper définitivement à l'attraction de celle-ci. La configuration minimale accessible, qui va correspondre à l'état libre de plus basse énergie, va nous donner, à ce moment-là, une vitesse nulle à l'infini. Autrement dit, une énergie mécanique nulle. Donc nous allons établir l'expression de la vitesse de libération en partant de ce constat-là. Donc ici encore une fois, on étudie un système M de masse M, de masse petit m, dans le référentiel géocentrique, et ici, on travaille avec le théorème de l'énergie mécanique. On sait que la seule force qui s'exerce, la force d'attraction de la Terre sur le point M, est une force conservative, donc le problème est lui aussi conservatif. Cela signifie donc que l'on peut écrire l'énergie mécanique comme la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle et dire que cette énergie mécanique est constante. Donc un bilan d'énergie mécanique va nous apporter la définition de V. On va partir du point de départ. Le point de départ se situera au voisinage de la surface de la Terre. À ce moment-là, l'énergie mécanique va être définie comme 1/2 de M
Donc l'énergie mécanique va être définie comme 1/2 de m fois la vitesse communiquée, qu'on va appeler V2, seconde vitesse cosmique. Donc vitesse communiquée pour que le satellite échappe à l'attraction terrestre, moins g fois m fois mt sur RT. En effet, au voisinage de la surface de la Terre, la distance entre le centre et la surface vaut le rayon terrestre. Logique. À l'infini, si l'on veut que le point échappe à l'attraction, il faut qu'il atteigne entre guillemets l'infini. Nous allons avoir une énergie mécanique qui vaut la moitié de la masse fois une vitesse nulle. On veut une vitesse nulle à l'infini pour avoir l'état d'énergie minimale qui permet d'atteindre l'infini, et une valeur R qui tend vers l'infini. Donc au global, l'énergie mécanique vaut 0. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire en égalisant l'énergie mécanique au décollage et l'énergie mécanique à l'infini, on va obtenir une définition de la vitesse V2, donc qui correspond à la vitesse de libération. Ce que l'on va constater ici, c'est que 1/2 de mv carré vaut g fois petit m grand mt sur rt. Donc on obtient directement que V2 vaut racine de 2 fois racine de gmt sur rt. Donc finalement, V2, la vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction terrestre, vaut racine de 2 fois V1, la vitesse en orbite basse. Donc une simple multiplication de la vitesse d'un satellite en orbite basse par racine de 2, donc 1,4 en gros, permet de passer d'une configuration en orbite circulaire à une configuration où le satellite échappe à l'attraction terrestre et ne revient jamais. Donc ici, numériquement, on va obtenir une vitesse V2 qui vaut 11,2 km par seconde avec le rayon de la Terre, la masse de la Terre, etc. donné précédemment. Alors pour comparer cette vitesse avec la vitesse d'un point de la surface du globe à l'équateur, on peut se servir de la connaissance de deux données. Donc le fait qu'un point de la surface du globe à l'équateur parcourt le périmètre d'un cercle de rayon RT sur une durée de 24 heures. Qu'est-ce qu'on va constater ici? On va constater que la vitesse d'un point de la surface de la Terre à l'équateur sera donc de 0,47 km par seconde. Alors, globalement, on peut dire que la vitesse d'un point de la surface du globe à l'équateur est un ordre de grandeur en dessous de la vitesse de libération, seconde vitesse cosmique, ou de la vitesse en orbite basse, première vitesse cosmique. Malgré tout, le fait que la surface de la Terre elle-même soit en mouvement dans le référentiel géocentrique va servir notamment pour la propulsion de fusées. Ainsi, une fusée que l'on voudrait faire décoller depuis la surface terrestre a tout intérêt à être située au niveau de l'équateur et à être lancée dans le sens de rotation de la Terre pour bénéficier de cette vitesse d'entraînement de 0,47 km par seconde. Cela fait d'autant moins des quantités de carburant à embarquer, d'autant moins importantes que la vitesse de départ communiquée par la Terre elle-même est déjà élevée. Donc plus on s'approche de l'équateur, plus la vitesse est élevée, ce qui explique que tous les lancements européens de fusées se font en Guyane à Kourou. Donc ceci clôture le chapitre de mécanique numéro 6, dernier chapitre de mécanique de l'année, et donc la prochaine vidéo traitera de chimie, donc chimie des cristaux. Et je vous dis donc bon courage pour étudier ceci et la suite
au prochain épisode.